Régis Chatelier, responsable d'études prospectives au LINC, le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL. Il va être question dans un petit instant de protection des données ou comment faire d'un droit individuel un sujet collectif. Régis Chatelier est là. Merci pour sa présence. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble. Il enseigne la gouvernance de la donnée urbaine à l'école urbaine de sciences politiques Paris. Il pilote des projets d'études et d'exploration prospective de sujets émergents liés aux données personnelles et à la vie privée au sein de ce LINC. Et ses travaux se situent à la rencontre entre innovation, anticipation, technologie, usage, société, régulation et éthique. Régis. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vous laisse me dire si vous le voyez. Tout à fait. Oui, c'est bon. Ok. Merci. J'en ai pour 15 minutes, si j'ai bien compris. Donc, je vais vous faire une présentation sur 15 minutes. Donc, effectivement, Régis Chatelier, moi, je travaille au laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, qui est un service de la CNIL. Nous ne sommes pas différents de la CNIL, mais nous agissons avec une marque un peu en propre depuis maintenant 7 ans. Pour justement donner à voir nos activités qui consistent en 3 grands axes qu'on peut appeler explorer, expérimenter et échanger, notamment pour être en capacité justement à partir d'une analyse des usages présents et à venir de pouvoir anticiper les différentes évolutions qui pourraient avoir des impacts sur la protection des données, sur la vie privée et les libertés. Également au travers d'expérimentation, puisqu'on va développer nos propres outils, parfois on va décortiquer des technologies, tester des choses, je ne vais pas vous en parler directement aujourd'hui, mais c'est un de nos sujets. Et bien sûr échanger, c'est-à-dire qu'on on essaye d'être en contact avec les écosystèmes d'innovation, avec toujours un pied dehors et dedans par rapport à la CNIL pour justement s'alimenter de de nos échanges pour être plus pertinents dans nos travaux. Avec 2 types de publications principalement que vous retrouvez sur ce site, donc https, j'ai oublié le S, link.cnil.fr, que vous pouvez flasher si vous voulez. 2 types de publications, des cahiers innovation et prospective, qui sont des études un peu approfondies d'un sujet avec un angle un peu original sur un sujet, qui va aller jusqu'à la formulation de recommandations prospectives pour les parties prenantes du sujet, pour la CNIL, pour le législateur, un peu pour tout, pour toutes les parties prenantes, et également un site qui s'appelle link.cnil.fr, sur lequel vous trouvez les cahiers, bien entendu, qui sont accessibles, et en licence Creative Commons, sur lequel on va publier plutôt au fil de l'eau sur différents sujets, et également des projets comme cette plateforme Données et Design qui s'adresse directement aux designers sur le sujet de la protection des données. Et donc, oui, aujourd'hui, l'idée pour parler de m'intégrer justement dans l'après-midi où on a démarré sur un peu l'éthique des données, des algorithmes, de l'intelligence artificielle et aussi la place des citoyens et des personnes. Je vais focaliser ma présentation plutôt sur finalement les enseignements et ce qu'on a fait depuis de ce cahier innovation prospective qu'on a publié maintenant il y a 2 ans, qui s'appelle Scène de la vie numérique, qui était justement un travail qu'on a fait avec une approche un peu plus sociologique que ce qu'on peut faire habituellement, pour essayer de comprendre finalement pourquoi les personnes s'adressaient à la CNIL et en venaient à déposer une plainte auprès de la CNIL, puisque, vous le savez tous, on reçoit tous des messages de spam ou autres qui nous importunent plus ou moins. On va parfois avoir affaire à des situations qui nous déplaisent plus ou moins, mais c'est pas pour ça qu'on va tous aller déposer une plainte à la CNIL tout le temps. Et donc au final, nous recevons à la CNIL aujourd'hui 13 000 plaintes par an, ce qui est beaucoup, mais ce qui ne correspond pas notamment à tous les petits désagréments que l'on peut avoir tous dans notre vie. Et donc c'est il y a quand même des raisons qui vont amener les personnes à le faire. Donc pour ce faire, on a fait une analyse des plaintes sur 2 fois 1 mois, pour justement comprendre un peu les ressorts du recours au droit et à partir de quand les individus considèrent que le préjudice ou le caractère inopportun en tout cas de ce qu'ils ont à subir est suffisant pour qu'ils se disent qu'il faut déposer une plainte à la CNIL. Ce cahier était comme souvent associé à une partie plus prospective avec un cahier qui est disponible sur protéger la vie privée en 2030, où on propose des scénarios, des design fiction sur des futurs spéculatifs de ce que pourrait être la vie privée en 2030 si on n'y prête pas attention. Et donc, pour revenir un peu aux raisons pour lesquelles on s'adresse à la CNIL,
on a pu constater que justement, parmi les situations problématiques qui poussent à l'action des personnes, en fait, on en a dénombré 4. C'est-à-dire que aujourd'hui, finalement, les gens, le moment où ils vont venir s'adresser à nous, c'est quand ils vont ressentir finalement un effet qui va aller vraiment dans leur intimité. Et c'est pas, il y a des personnes qui déposent de plaintes pour des raisons plus générales, politiques, il y en a quelques-uns, bien entendu. Mais dans la majorité, c'est plutôt finalement quand ça va vraiment les toucher au plus proche de leur intimité. Et notamment les 4 grandes raisons pour lesquelles les personnes vont venir déposer des plaintes à la CNIL, c'est la réputation, notamment quand les personnes sont menacées par des informations disponibles en ligne. Donc c'est ce qu'on va appeler le droit au déréférencement, le droit à l'oubli. Quand il y a des informations sur vous qui existent en ligne vous ne souhaiteriez pas que les gens aient connaissance. Donc ça fait l'objet d'un droit. On a un droit au déréférencement auprès des moteurs de recherche qui la plupart du temps l'activent, mais dans certains cas, c'est pas toujours soit assez rapide, soit ça prête à discussion. Donc les personnes vont venir vers nous pour ces raisons. Lorsqu'elles sont victimes d'intrusion dans leur sphère privée par la prospection commerciale, donc bien sûr le spam, toutes ces questions-là, mais aussi beaucoup la partie plus liée au téléphone, où on avait des exemples, les verbatims de personnes qui se sentaient victimes d'une forme de harcèlement quasiment par les personnes qui les prospectent, notamment les personnes âgées, quand elles n'ont qu'un téléphone fixe, puisque à chaque fois que le téléphone appelle, elles imaginent que c'est une vraie personne et non pas une personne qui cherche à leur vendre des fenêtres ou toute autre chose, ce qui pose une vraie question pour les personnes. Et également, un des gros cas, c'est la liberté et la surveillance sur le lieu du travail. Donc ça représente un gros poste. C'est pas que je dise de bêtises, mais c'est pas loin de 20% des plaintes sur les personnes, notamment liées à la vidéosurveillance et de plus en plus par le fait que ces systèmes sont de plus en plus accessibles et utilisés dans les petites entreprises qui souvent n'ont pas de connaissances juridiques, donc le font un peu sans vraiment connaître le cadre tout simplement, et vont tendre à surveiller les personnes plutôt que les lieux. Et également un cas spécifique, mais qui ne sera pas forcément question ici, mais c'est l'inscription sur des fichiers nationaux, accident bancaire, antécédent judiciaire. Donc là, c'est le cas du droit d'accès indirect, mais ça passe par la CNIL. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que finalement, dans les 3 premiers cas, même le 4e, puisque ça pose des questions dans la vie quotidienne, notamment si du jour au lendemain, vous retrouvez à la caisse et qu'on vous dit que vous êtes interdit bancaire, ça peut être assez choquant, d'autant plus qu'il y a aussi parfois des erreurs dans ces fichiers et que ça peut être assez traumatisant pour les personnes. Et donc, à partir de ça, on a essayé de comprendre finalement quels étaient les chemins et les raisons pour lesquelles les personnes allaient déposer un recours à la CNIL. Donc, ce qu'on a appelé les étapes préalables au recours à la CNIL ou les chemins du droit. Et là, on en a dénombré 3, qui étaient que d'abord, la plupart du temps dans le processus, il y a le moment où on va finalement rendre visible l'infrastructure de données, c'est-à-dire que les personnes vont tout d'un coup avoir conscience que finalement, c'est le moment où la donnée leur revient à la figure, si vous voulez, qu'on se rend compte qu'il y a toute une circulation de la donnée qu'on ne comprend pas forcément, et que ces personnes qui ont notre donnée personnelle, qui sont constitutives de notre personne, sont utilisées d'une manière qu'ils ne souhaitent pas, ce qui rend visible le système technique, système d'information, sans forcément qu'on comprenne tout, mais qui donne à voir le système et contre lesquels les personnes vont essayer de se rebiffer, si vous voulez, pour essayer de le faire. Donc il y a le côté rendre visible, parce que, par exemple, on parle souvent du consentement, mais consentir ou partager une donnée, le mouvement est facile, mais on ne se rend pas forcément compte de la circulation ensuite que cette donnée peut avoir. Également, se sentir victime de la situation, donc c'est un peu ce que je vous disais auparavant, le fait d'avoir vraiment une forme de préjudice suffisant pour se mettre en action. Il ne faut pas juste que ce soit une petite chose qui gratte, j'ai envie de dire, mais quelque chose qui est plus dans l'intime en fait, et dans des choses qui socialement en tout cas pourraient vous poser des problèmes. Et la volonté bien sûr d'inverser le rapport de force en appelant la CNIL, en déposant une plainte à la CNIL. Donc l'idée de la CNIL, et c'est son rôle, c'est de répondre à ces plaintes, de répondre à ces 13 000 plaintes, et d'essayer de trouver des solutions pour le faire, mais avec un rapport qui est finalement très individuel. C'est-à-dire que cette question de la protection des données, c'est un droit fondamental inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2002, si je ne dis plus de bêtises, avec le RGPD, mais pas que seulement le RGPD, la loi informatique et liberté. Et donc,
en tant que droit fondamental, droit individuel, il s'exerce de manière individuelle, encore une fois, en ayant recours à la CNIL. Pourtant, c'est ce qu'on a essayé de développer dans nos recommandations, notre perception est que ce droit individuel, un des moyens de le protéger serait d'avoir des leviers collectifs, puisque finalement, on a affaire à des systèmes plus souvent dans des sphères sociales, socio-techniques, qui sont le champ du travail, le champ politique, le champ territorial, en l'occurrence par rapport au thème de la journée, et que finalement, collectivement, on pourrait veiller ensemble à ce que la manière dont on va construire le système soit respectueux du cadre et accepté et acceptable par tous. D'où l'intérêt d'en faire un levier collectif, justement, pour que, in fine, ces droits des personnes soient respectés. Et donc, parmi les recommandations, nous avons proposé d'encourager le développement et la création des corps intermédiaires de la donnée, sur l'idée que, si je prends l'exemple du travail, le travail, le RGPD s'applique dans le champ du travail, mais il y a un article, notamment l'article 88, qui permet justement une négociation collective pour traiter du cas spécifique de la protection des données, pour trouver des arrangements, des négociations qui soient potentiellement au mieux disantes. C'est-à-dire que le RGPD est un socle, mais ça n'empêche pas qu'on puisse essayer d'aller vers des choses plus vertueuses du point de vue de la protection des données. J'entends par là, il est possible de surveiller par certains moyens, il est légitime dans certains cas de le faire. Par contre, collectivement, on peut décider d'avoir des outils qui soient moins intrusifs. Et c'est le cas également pour le champ politique avec le monde associatif. Alors, on a beaucoup parlé de la Ligue des droits de l'homme récemment, mais qui en a parlé. Les associations de défense des libertés, les associations même de défense, de journalistes, toutes les associations de droits des femmes et autres. On se rend compte que dans tous ces champs-là, en fait, il y a toujours des questions de données personnelles qui peuvent être associées et qu'elles-mêmes auraient intérêt à les saisir pour leurs propres actions. Et donc, ce qu'on a fait, et une deuxième recommandation qu'on avait également, c'était voir comment justement on pourrait faire de l'inclusion, l'éducation à la protection des données des priorités publiques, puisqu'on se rend compte, notamment dans un cas aujourd'hui, on va vers de plus en plus de dématérialisation, que nous, à la CNIL, on a l'occasion de recevoir beaucoup d'appels qui traitent de champs qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, parfois, ils ont un problème avec Internet, ils appellent la CNIL, sauf que nous, on n'est pas forcément compétents, parce qu'on a un champ spécifique de compétences, mais on sent bien qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement des personnes avec des mesures qui ont été prises. Il y a des mesures politiques qui vont dans ce sens, mais plus on va vers la dématérialisation, plus finalement on va créer des formes de fractures avec certaines personnes qu'il s'agit de ne pas amplifier encore. Et par rapport à ces recommandations, le fait d'en faire un droit collectif, on a profité de l'opportunité du partenariat pour un gouvernement ouvert, qui est un programme international qui vise justement à rendre l'action des gouvernements plus transparente pour proposer des engagements de la CNIL qu'on a proposé en 2022 en 2021 pour 2022 et 2023. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est engagé. Hop là, je suis allé trop vite. On s'est engagé, et il manque une slide, c'est pas grave, à organiser des ateliers en mars 2022 qu'on a organisé avec les associations représentantes des travailleurs, les syndicats, avec les associations de défense des libertés, mais au sens large, droit des femmes, droit de la presse, droit du numérique, droit des libertés, etc. Également les collectifs open source, les collectifs du libre, pour voir comment on pouvait créer des synergies avec eux, pour qu'eux-mêmes se renforcent dans leurs propres actions, que nous comprenions bien chacun de notre côté, mais que finalement, pour que chacun dans son rôle, il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout, nous soyons en capacité justement d'amener les personnes à avoir une meilleure connaissance du sujet pour être en capacité justement soit de porter politiquement le sujet quand c'est nécessaire, en interne à une organisation quand c'est nécessaire, etc. Donc finalement, de voir comment faire une construction by design de certains systèmes partagés et collectifs pour arriver à des systèmes qui soient plus vertueux du point de vue de la protection des données. Et pour faire le lien avec le thème de la journée, puis pour terminer mon intervention, ça fait également écho, notamment pour les collectivités territoriales, à un rapport qu'on avait publié en 2017 sur l'éthique des algorithmes de l'intelligence artificielle, dans lequel on avait justement énoncé 2 principes pour les algorithmes qui étaient selon nous importants, dans lesquels on avait intégré cette notion de collectif déjà et de citoyen, de citoyenneté, à savoir que des algorithmes devraient respecter un principe de loyauté, c'est-à-dire de penser les impacts collectifs et pas seulement personnels dans la mise en place d'un algorithme d'IA ou pas d'ailleurs, être loyal envers les utilisateurs,
consommateurs, mais aussi citoyens, voire des intérêts collectifs qui pourraient être éventuellement mis en cause par un algorithme, et également un principe de vigilance et de réflexivité, finalement pour battre en brèche l'idée que finalement le système, et notamment l'IA, serait suffisamment intelligente pour qu'on ne puisse plus avoir la maîtrise dessus, mais plutôt au contraire d'organiser une forme de questionnement régulier et méthodique sur ces sujets, et également important, délibératif, et en associant l'ensemble des maillons de la chaîne, depuis les concepteurs des algorithmes, les entreprises, les citoyens et les politiques, bien entendu, au moyen de procédures concrètes. Donc là, on avait donné l'exemple des comités d'éthique. Peut-être que Norbert parlera d'un comité qui existe, Norbert Friand, à Rennes également, mais l'idée que justement, si on pose ces sujets, donc protection des données, d'un côté, les droits des personnes, qu'on les discute collectivement de la même manière, les algorithmes, dans les collectivités, sur des projets publics en particulier, on sera en capacité de proposer des solutions qui vont mettre de la technologie et des données personnelles en jeu, qui vont être partagées par les personnes, parce que comprises, parce que transparentes, et parce qu'on puisse potentiellement faire valoir nos droits. Et donc finalement, penser la technologie avec les personnes, et notamment avec ce cadre juridique protecteur, doit permettre, quand on va souhaiter mettre en place des systèmes, de pouvoir le faire de manière vertueuse. Et pour terminer, pour s'éviter finalement des problèmes qu'on peut avoir dans certains cas de rejet massif, alors même que l'acteur n'a pas forcément pensé mal faire, mais qu'il n'a pas suffisamment intégré les personnes dans la conception pour le faire. Donc cette notion de protection des données dès la conception, by design, c'est un élément qui est devenu un élément un peu dont on parle tout le temps sur nos sujets, mais qui est quand même intéressant à mettre en œuvre parce que finalement la notion de démocratie technique et de capacité à mobiliser la technologie dans les actions publiques est suffisamment importante et sérieuse pour qu'on implique les personnes et les citoyens dans le système. Donc voilà un peu l'idée de ce sujet. Et donc cette notion de collectif, elle peut s'appliquer, comme vous l'avez vu, à l'ensemble des champs. Encore une fois, sur un droit fondamental et un droit individuel. Merci infiniment, Régis. Des questions à l'attention de notre deuxième intervenant avant la table ronde. Olivier. Bonjour, Olivier Orado, directeur d'Equitia. J'ai une petite question concernant le RGPD qui permet d'opérer des traitements sur les données personnelles dans le cadre de l'intérêt public. Comment définiriez-vous, comment définit-on ce qui relèverait de l'intérêt public ou pas? Est-ce que c'est suffisamment bien encadré? Est-ce qu'il y a là une zone un peu grise ou est-ce que pour vous tout est très clair? Alors l'intérêt public dans le cadre globalement, pour en avoir discuté il y a peu de temps avec quelqu'un, l'intérêt public, finalement toute collectivité publique qui met en place des systèmes amenés à collecter et traiter des données personnelles, dans la grande majorité de ce qu'ils vont avoir à mettre en place, on va être sur de l'intérêt public, puisque une service public, une collectivité agit au nom de l'intérêt public et pour le service public. Donc de fait, ce qu'elle va mettre en place va très souvent, le plus souvent, être basé sur la base légale de l'intérêt public. Dans certains cas un petit peu spécifiques, on pourra avoir du consentement. Par exemple, si vous proposez un service à vos administrés ou à vos employés, agents publics, qui n'a pas à voir directement avec votre mission, mais qui a un plus. Je sais pas, l'exemple d'offrir une carte d'accès, je sais pas, un lieu de sport ou où il faut avoir un consentement qui n'a pas vraiment à voir avec votre mission, il y aura du consentement. Mais dans tous les cas, par ailleurs, ce sera de l'intérêt public. Par contre, il faudrait pas l'intérêt public ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit des personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un consentement préalable, mais il peut y avoir dans certains cas un droit d'opposition, il y a tout le texte, tout le cadre qui va s'appliquer. Donc de ce fait, et c'est pour ça que c'est important, et c'est une question que nous allons questionner dans le prochain cahier qui aura trait au sujet de l'environnement, protection des données, et notamment la question des libertés, où parfois justement l'acteur sur de l'intérêt public peut mettre en place des systèmes qui potentiellement vont être un peu limites, si vous voulez, du point de vue de la protection des droits des personnes. Donc quand on est sur des sujets nationaux, ça va faire l'objet d'avis de la CNIL qui peuvent
qui peuvent corriger les choses. Pour les collectivités territoriales, effectivement, il faudra faire attention à ce qu'on soit vraiment dans nos missions et qu'on puisse respecter les droits des personnes. Donc voilà, donc l'intérêt public, c'est presque automatique, en tout cas, quand on agit pour le nom de la collectivité. Mais ça ne change pas les choses par rapport aux droits des personnes qui persistent et qui subsistent tout de même. Merci Régis pour cette réponse. Question d'Alexandre Vican. Oui, bonjour. Vous disiez tout à l'heure que vous récoltiez ou recensiez à peu près 13 000 plaintes et que vous pouviez les ranger dans 4 tiroirs. L'atteinte à la réputation, droit à l'oubli, intrusion dans la sphère privée, liberté, surveillance au travail et enfin inscription sur fichiers nationaux. De là, on peut éventuellement en déduire que ce qui ne rentre pas dans ces catégories-là, les gens l'acceptent parce qu'ils ne portent pas de plainte. Ou si oui ou non, et si d'aventure oui, est-ce qu'aujourd'hui ils acceptent des usages où ils ne portent pas plainte sur des usages numériques qui sont pourtant extrêmement liberticides pour leurs données? Est-ce que vous auriez un exemple? Est-ce que là vous pensez à quelque chose? Un exemple par rapport peut-être à la discussion de ce matin, où finalement les gens, conscients ou non, sont d'accord pour que par exemple des réseaux sociaux mettent en place des systèmes qui les rendent addicts l'usage en fait des réseaux sociaux fait qu'ils deviennent de plus en plus addicts, et dans l'usage qu'ils en font, ils ont accepté cette idée-là, ils portent pas plainte contre cette addiction d'une certaine manière, ou ce phénomène, parce que ils considèrent qu'on peut rien faire contre, ou que la loi n'existe pas, ou que sais-je encore. C'est peut-être pas un bon exemple, j'en avais pas d'exemple, ma question est ouverte. Alors, quand je dis que ce sont les 4 principaux, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est les quatre principaux. Par contre, il y a assez peu de plaintes, en vrai, sur les grands sujets qui agitent le discours, enfin le débat médiatique et sur les sujets. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des problèmes, mais quand on va concrètement dans le dur de les raisons pour lesquelles les gens viennent nous voir, on est sur ces sujets-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème avec les réseaux sociaux, les GAFA, etc. Par contre, en fait, on est dans presque une relation contractuelle que les gens ont un peu intégrée, j'ai envie de dire, qui est que on accepte d'utiliser un service parce qu'on a un service qui est direct, qui nous est rendu, et on sait que les données vont être utilisées pour cela, et que finalement le marché, le trade-off en bon français, est tel que les personnes font des choix d'utiliser ces services. Et en fait, dans ce cahier que je vous ai présenté, je vous en ai pas parlé, mais dans les premières parties, en fait, on revient sur finalement cette notion de perception de la protection des données par les personnes. Il faut savoir que, alors, j'irai pas sur le champ de l'addiction parce que je suis pas, j'y adhère pas déjà, mais sur cette question de la relation à la protection des données et des réseaux sociaux, ce qui est intéressant et ce qu'on a pu voir, c'est que en fait nos usages sont totalement inscrits dans des conditions finalement, dans des sociabilités, ces socialisations que l'on a déjà, et que finalement on fait nos choix en fonction de différentes contraintes, avec à chaque fois de faire le choix. Je prends l'exemple, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, il y a eu un grand mouvement de WhatsApp vers Signal, annoncé comme tel, parce que WhatsApp avait changé ses conditions, sauf que chaque personne individuellement devait se dire: ok, est-ce que je veux être sûr d'aller sur Signal, sur un service qui est complètement chiffré, respectueux, pas de modèle économique associé à mes données, ou rester sur WhatsApp où ma grand-mère se trouve? On a eu du mal à lui permettre d'être dessus, mais la sociabilité avec ma grand-mère ou mes cousins se trouve sur ce système. Et donc bien souvent, des gens sont restés sur WhatsApp parce qu'ils préfèrent ne pas se couper des personnes que d'aller sur un système vertueux. Et ça vaut pour tous les services en fait. Et donc chaque personne a une relation qui est très personnelle à qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que ça me prend, et pour avoir même échangé avec des personnes assez jeunes, ils sont assez conscients de ça, mais en fait il faut savoir ce que ça nous apporte et quelle sociabilité ça nous apporte en fait finalement. Et donc les personnes ne sont pas du tout ont souvent très conscience de ce qui se passe, mais on ne peut pas leur demander de s'extraire de leur vie sociale pour ces raisons-là. Donc, d'où la question et la difficulté justement à pouvoir réguler. Mais sans s'extraire de ces réseaux-là, peut-être finalement être dans une certain. forme de...
Être certain que leur... mais de... J'ai un retour là. Non, je disais, Régis, sans les extraire de ce réseau, s'assurer de leur adhésion éclairée à ces réseaux. Oui. J'ai pas compris, le son était pas bon. Je dis sans les extraire de ces réseaux sociaux dont nous sommes friands, peut-être s'assurer que leur adhésion est éclairée sur les conséquences de l'appartenance à un réseau, par exemple. Oui, mais ça fait partie du sujet. Il y a pas ça. En fait, moi, je vous parle des individus, des utilisateurs par rapport à leur relation à ces outils. Effectivement, il s'agit, j'en ai parlé, de faire de l'éducation, de comprendre un peu ce qui se passe, de savoir ce qu'il ne faut pas partager, ce qu'il faut partager. Donc, savoir que quand on agit sur un réseau social, c'est une forme de parole publique, qu'on le veuille ou non, et que voir de quelle manière ça pourrait avoir un effet sur nous. Il y a plein de choses à mettre en place, bien entendu, et ça, on le développe pas mal, et on fait pas mal d'actions dans ce sens, notamment via un réseau qui s'appelle Educnum. Mais en fait, où je voulais en venir, c'est que le risque que l'on a à avoir une pensée normative de ce qu'est le bon usage d'un bon Internet versus le mauvais usage d'un mauvais Internet vient à dire qu'il y a des personnes qui font des mauvaises choses, j'ai envie de dire, et donc et en fait sans poser la question du pourquoi ils l'utilisent et de se poser la question avec eux, en fait, dans le sens où on a toujours cette idée que les jeunes font mal, les plus âgés font bien, alors que c'est plutôt assez partagé et il n'y a pas de... Il y a des personnes, il y a des bons, des mauvais usages. Et en fait, faire de la prévention, de l'accompagnement. Alors, il y a le rôle du régulateur, hein, c'est son rôle d'aller interdire des choses quand c'est utile. Le législateur aussi. Vous voyez bien le cas en ce moment avec TikTok, ChatGPT, etc. Mais par rapport aux utilisateurs, en fait, le fait de les cibler comme ayant des mauvais comportements en ligne, parce que c'est mal, c'est pas forcément productif. C'est ça mon point de vue en tout cas. Alors, bonjour, Ludovic Dubost, micro-entrepreneur en web design. Je voulais revenir sur un point où vous parliez tout à l'heure d'utiliser le collectif. Parce que l'une des missions de la CNIL, de ce que j'en sais, c'est par exemple de contrôler. Et l'effectif humain au niveau de la CNIL est clairement en deçà de ce que représente Internet et ne pourra jamais contrôler l'intégralité des sites qui existent. Et malgré tout, il y a quand même des plateformes qui ont déjà été mises en place depuis un certain moment. Je pense notamment par exemple à la plateforme Pharos qui avait été mise en place en 2009, si je ne me trompe pas, afin de signaler les comportements illégaux sur Internet. Mais elle a connu un certain succès en termes de popularité, on va dire, des gens qui ont la connaissance de ce système, que récemment, principalement avec l'émergence du harcèlement en ligne sur les réseaux sociaux. Et les gens avant ça ne connaissaient pas tant que ça ce genre de plateforme. Et là, Mariam tout à l'heure en parlait avec, pour les dark patterns, le signalement possible sur la plateforme Signal Conso, si j'ai bien compris, qui est une plateforme mise en place par la DGCCRF. Est-ce que ce serait pas judicieux de mettre une certaine collaboration entre les différents services qui travaillent dans l'univers du numérique pour mettre en place une plateforme unique qui permettrait de simplifier l'accès au dépôt de plaintes de toute nature? Parce que là, je voyais, donc il y a la plateforme Pharos qui a mis plus de 10 ans avant d'émerger au grand public, si je puis dire. Et donc il y a la plateforme Signal Conso, il y a des comparateurs de prix, il y a des signalements des plateformes de signalement spécifiques pour les produits défectueux. Il y a une multitude de plateformes qui est très difficile en fait il est difficile pour un utilisateur lambda, j'ai envie de dire, de s'y retrouver, sachant que les personnes qui sont le plus sujettes à ces problématiques sont des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'informatique. Alors, pourquoi pas. Après, c'est justement, moi, j'ai envie de dire, c'est que donner plus de visibilité à d'autres systèmes pourrait être intéressant pour nous, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, on est parmi les seuls, voire les seuls, à être accessible via un numéro 01 classique pour joindre la CNIL. On reçoit plus de 180 000 appels par an, ce qui à la fois peut aider beaucoup.
de personnes qui nous posent des questions et c'est nous-mêmes qui faisons de la redirection souvent vers les services concernés, que ce soit dans certains cas le service de la police, dans certains cas Pharos, dans certains cas d'autres choses, puisque effectivement on a un cadre qui est un segment qui est le nôtre, qui est la protection des données. Donc tout ce qui est le harcèlement en ligne, c'est pas notre sujet. Enfin, on n'est pas compétent. Tout ce qui est, il y a plein de sujets qui sont pas, on n'est pas compétent. Et globalement, effectivement, de penser globalement au niveau de l'État, des collectivités, l'acteur public, un moyen de rendre accessible plus facilement l'ensemble des besoins vis-à-vis du numérique qu'on peut avoir avec un fléchage plus simple vers les différents services, serait de fait bien plus efficace, j'ai envie de dire. Après, il y aura toujours la question de ce qu'on met derrière. C'est-à-dire que effectivement, à la CNIL, on va être 280 à la fin de l'année. On a quand même pas mal grossi à notre échelle, mais ça reste très très peu par rapport à la surface de ce qu'on a à traiter, puisque la spécificité de la CNIL, c'est qu'on traite à peu près tout, en gros, puisque maintenant tous les acteurs, quasiment depuis le boulanger qui a une newsletter jusqu'à Google, traitent des données personnelles. Donc en fait, notre champ de régulation, il est à 360. En fait, il y a personne qui ne traite pas de données personnelles aujourd'hui, quasiment. C'est très rare. Effectivement, se pose la question des moyens pour le faire. Nous, comme on essaye d'y répondre, il y a les plaintes et aussi voir nos cibles en fait. Enfin, nous, on répond aux plaintes des individus. Mais les personnes qu'on cherche à corriger sont ce qu'on appelle nous les responsables de traitement, les entreprises, les collectivités, les associations, et voir comment nous on va être en capacité de les outiller pour qu'ils ne fassent pas de bêtises, j'ai envie de dire, et qu'ils respectent le cadre, car des acteurs qui font mal pour faire mal, il n'y en a pas tant que ça en vrai. Mais toute la question de comment intégrer ces questions dans les organisations pour le faire, elle est clé justement pour éviter ce genre de problématique. D'où également cette idée d'en faire un CG collectif dans la discussion. Et une autre chose que je voulais ajouter, c'est on a fait des études qualitatives aussi sur les personnes qui déposaient des plaintes, au sens où on a fait des entretiens. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un des lieux d'apprentissage de ce qu'est la protection des données, aujourd'hui, c'est l'entreprise en fait. C'est-à-dire que c'est pas à l'école qu'on l'apprend, c'est très peu à l'université, mais en fait c'est des personnes qui dans leur travail ont été confrontées à la mise en œuvre du RGPD, qui sont souvent trouvées pénibles sur le moment d'ailleurs, ont eu conscience de leurs droits, et c'est ayant conscience de leurs droits qu'ils ont pu ensuite se dire tiens il y a un problème, je vais aller voir la CNIL. Et donc voilà, voir comment justement, j'ai envie de dire que il y a autant ce que vous proposez qui est une très bonne idée que le fait de pouvoir finalement faire en sorte que cette information circule hors juste un numéro ou une chose comme ça. Donc en fait, j'ai envie de dire c'est assez global puisque je ne pense pas que nous soyons jamais suffisamment nombreux à la CNIL ou l'équivalent pour traiter l'ensemble des demandes qui pourraient arriver s'il y en avait beaucoup. Et je me permets juste de compléter avec une autre de vos missions qui est la partie des sanctions. Si je ne me trompe pas, c'est vous qui vous occupez de sanctionner les entreprises qui ont des comportements illégaux sur Internet. Corrigez-moi si je me trompe. Est-ce qu'il va y avoir une évolution du type de sanctions qui est apportée, étant donné qu'on a pu le voir avec des GAFAM comme Amazon par exemple, qui ont des pratiques qui sont parfois totalement illégales, on peut même le dire comme ça. Et la plupart du temps, les sanctions dont moi en tout cas j'ai entendu parler, ce sont des sanctions qui sont principalement monétaires et qui pour ce genre d'entreprise n'ont que peu d'importance, de la même manière que là il y a l'essor aussi j'ai oublié le nom, des arnaques en ligne par le dropshipping, voilà, où c'est des pratiques qui sont pareilles illégales. Et les sanctions, pareil, encore une fois, ce sont des sanctions qui sont principalement monétaires. Alors parfois, il y a aussi de la prison, mais souvent c'est monétaire. Et en soi, c'est en deçà du profit qu'ils ont généré. Donc, ils vont perdre de l'argent d'une certaine manière, mais ils en auront généré beaucoup plus que la sanction. Donc au final, est-ce que pour eux, c'est pas juste un système où on a juste à payer pour braver le système législatif et voilà. Alors c'est une question qui se pose. Il y a probablement des entreprises qui se disent que ça vaut le coup de jouer les 4% et de les provisionner au cas où. Mais globalement, quand même, pour être un peu positif, en fait, les sanctions sont importantes. Financièrement, effectivement, ils peuvent s'en remettre, hein, les gros, les GAFA ou autres. Mais il faut jamais oublier que l'Europe est un marché pour ces acteurs et que, on en parlait tout à l'heure, la notion de confiance plus ou moins forte est quand même importante.
Et il y a plein de choses qui ont changé dans la manière de mettre en œuvre des systèmes par ces acteurs. On se rend pas compte de tout ce qui a changé, en fait, tout ce qui a changé déjà depuis 4 ans, et tous les systèmes qui sont soit pas mis en place, soit qui ont évolué, soit qui ont changé. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Après, on peut penser que c'est pas suffisant ou pas, mais sachant que c'est assez vaste comme situation. Après, sur l'aspect financier, en fait, nous, après, en fait, il y a plusieurs moyens. Il n'y a pas que la CNIL et que la question du RGPD pour traiter les préjudices. Le préjudice pourrait, dans certains cas, être traité par la justice aussi. Et donc, finalement, j'ai envie de dire que on fait avec les moyens qui sont les nôtres et le cadre légal que l'on nous a donné. Mais pour parler d'arnaque tout à l'heure, qui n'est pas de notre champ, une arnaque, il ne faudra pas aller voir la CNIL, il faudra aller voir directement déposer plainte avec peut-être d'autres formes de sanctions qui seront pas que la sanction monétaire dans ce cadre. Donc finalement, encore une fois, c'est que souvent il y a des problématiques qui sont à la croisée de différents sujets et parfois il vaut peut-être mieux directement aller déposer plainte à la police, pour viser un jugement que au niveau de la CNIL. Donc je sais pas trop quoi répondre en plus, mais globalement quand même. Il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent, donc je dis pas que c'est parfait, loin de là, mais il y a quand même, les gros acteurs ont quand même beaucoup plus bougé que ce qu'on imagine. Merci pour votre réponse. Une dernière question et on passe à notre deuxième table ronde. Oui, bonjour. Je m'appelle Louis Dujarrier, je suis étudiant à L3 Sciences de l'Éduc. J'avais 2 questions par rapport à la possible régulation ou non. Alors, d'une part, des algorithmes de recommandation qui vont plutôt maximiser les clics plutôt que la qualité des vidéos. Et sur la deuxième, l'évolution peut-être, par exemple, on passe d'une simple barre de recherche Google à, par exemple, YouTube avec une barre de recherche et des recommandations en dessous, à TikTok où en fait il n'y a même plus de barre de recherche, on est directement lancé dans le contenu. Et donc là, il y aurait... Est-ce qu'une baisse du libre arbitre, est-ce qu'une atteinte en droit, enfin, est-ce que la CNIL ou une autre instance pourrait faire poids contrer Alors, je suis pas sûr d'avoir bien entendu, que ça résonne beaucoup, mais j'ai compris. Enfin, c'est pour répondre entre les différentes manières de répondre aux personnes, entre algorithme de recommandation sur la base d'une recherche et TikTok où c'est du flux en fait quasiment, il y a assez peu de recherche. Alors ça va être des sujets qui vont se jouer aujourd'hui, le champ de régulation qui va s'appliquer. Donc, il y a toujours effectivement le champ de protection des données, mais avec le DSA, la Digital Services Act, les grands services vont être redevables de devoir être en capacité de présenter la manière dont ils fonctionnent en fait et dont ils recommandent des contenus, avec tout un enjeu aujourd'hui qui est avec l'application du DSA justement, de voir comment justement ces entreprises vont avoir une forme de redevabilité, de transparence vis-à-vis du régulateur et des personnes, avec un accès aux chercheurs pour pouvoir le faire, avec potentiellement effectivement des niveaux de sanctions ensuite s'ils ne respectent pas le cadre. Donc aujourd'hui, nous, CNIL, on va plutôt voir sur la base de est-ce qu'il y a un traitement de données personnelles, est-ce qu'il y a une prise de décision automatisée, etc. Mais le classement même de l'information, en tout cas, c'est plus du champ de la régulation des contenus, donc Arcom en France, DSA, etc., que d'une autre, qui pourrait éventuellement faire l'objet de sanctions si c'est nécessaire, mais encore une fois, je peux pas trop me positionner dessus, dès lors que c'est pas directement notre cadre.